Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un très gros mot, un mot que tout le monde pense connaître, la mondialisation. Mais oubliez tout de suite l'image d'Épinal, le fameux village global, tout plat, tout harmonieux. Non, on va plutôt plonger dans les coulisses pour voir qui sont les vrais gagnants, les vrais perdants, et surtout pour décrypter cette hiérarchie un peu invisible qui organise notre planète. La mondialisation, on nous l'a souvent vendue comme une fête géante où tout le monde serait invité, un monde hyper connecté, une chance pour tous, etc., etc. Sauf que, en réalité, c'est un peu différent. La fête, elle a bien lieu, mais elle a surtout un carré VIP ultra sélectif. Et dehors, il y a une file d'attente qui n'en finit pas. Donc non, on est très loin d'un processus égalitaire, c'est même tout le contraire. Bon, ok, revenons à la base. La définition, c'est quoi? C'est un processus qui met en relation les économies et les sociétés du monde. Ok, mais le mot-clé, le mot qui change absolument tout, c'est sélectif. La mondialisation, en fait, elle ne fait pas que connecter, elle trie, elle classe, elle construit une hiérarchie, une véritable pyramide mondiale. Et qui dit pyramide dit un sommet très étroit et une base très, très large. Alors justement, qui sont ces fameux VIP, qui est au sommet de la pyramide? On va plonger au cœur de ce qui a été, pendant très longtemps, le centre de commandement du monde. Pendant des décennies, la réponse était simple. L'économie mondiale avait un nom, la triade. C'était un club, mais un club ultra fermé, avec seulement 3 membres, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon. Pour faire simple, c'est là que se concentrait la richesse, l'innovation, le pouvoir, bref, tout. Et le reste du monde, disons qu'il suivait le mouvement. Sauf que, voilà le truc vraiment intéressant. Ce schéma si bien organisé, il a complètement volé en éclats. La carte du pouvoir a été totalement redessinée. Attention, les anciens centres sont toujours là, ils sont toujours très puissants, mais ils ne sont plus seuls. Le jeu est devenu beaucoup plus ouvert et de tout nouveaux acteurs sont montés sur le ring, bien décidés à réclamer leur part du gâteau. Et qui sont-ils, ces nouveaux visages du pouvoir? D'abord, il y a les poids lourds, des puissances mondiales comme la Chine ou l'Inde qui viennent bousculer très très violemment l'ordre qui était établi. Et juste derrière, on a des puissances qu'on pourrait appeler continentales, régionales, qui montrent les muscles comme le Mexique, la Turquie ou l'Afrique du Sud. Bref, l'échiquier mondial est devenu beaucoup plus complexe à lire. Et pour bien saisir cette hiérarchie, le plus simple, c'est de faire un grand écart. On va regarder les deux extrêmes. D'un côté, ce qu'on peut appeler l'hypercentre du pouvoir, et de l'autre, à l'opposé total, les territoires qui sont complètement laissés de côté. Alors, si on devait vraiment planter un drapeau tout en haut de la pyramide mondiale, ce serait sans doute ici, la mégalopolis américaine. Il faut s'imaginer une sorte de couloir de ville quasi ininterrompu, qui va de Boston jusqu'à Washington. Ce n'est pas juste un endroit où il y a beaucoup de monde. Non, c'est carrément l'exemple parfait de ce qu'est un hypercentre de la mondialisation. Et pourquoi on parle d'hypercentre? Eh bien parce que tout, absolument tout, converge ici. C'est là que les plus grandes firmes transnationales ont leur siège et prennent leurs décisions stratégiques. C'est ici que Wall Street dicte le rythme de la finance mondiale. C'est ici qu'on forme les futures élites dans les universités prestigieuses de l'Ivy League, comme Harvard ou Yale. Et bien sûr, c'est ici, à Washington DC, que se concentre le pouvoir politique. En fait, c'est à la fois le cerveau et le portefeuille de la planète. Ok, maintenant un changement de décor radical. On passe de l'autre côté du miroir. Loin, très loin des gratte-ciel et des centres de décision, il y a ce qu'on appelle les périphéries, les marges de la mondialisation. En clair, les grands oubliés du système. Et là, dans ces zones, les problèmes ne s'additionnent pas, ils se multiplient. C'est un effet boule de neige. Imaginez un pays enclavé, sans accès direct à la mer. Déjà, c'est compliqué pour le commerce. On ajoute à ça un sous-équipement chronique. Pas assez de routes, pas assez de ports. Ça devient encore plus dur. On ajoute par-dessus une instabilité politique qui fait fuir le moindre investisseur, et voilà. On a un cercle vicieux parfait. Un mécanisme qui coupe ces territoires des grands flux mondiaux et qui les maintient, de fait, à l'écart du jeu. Bon, on a vu la hiérarchie, mais elle ne s'est pas faite toute seule, comme par magie. Il y a des acteurs bien concrets qui, par leurs décisions et leurs stratégies, façonnent ce monde inégal. Alors la question c'est, qui tire vraiment les ficelles? Alors, qui sont ces acteurs? En gros, on peut les classer en 3 grandes familles. Premièrement, les États. Ce sont eux qui fixent les règles du jeu. Ils peuvent décider d'ouvrir leurs frontières ou de les fermer, de créer des paradis fiscaux pour attirer les entreprises. Deuxièmement, les firmes transnationales, les fameuses FTN. Elles, ce sont les vrais architectes de l'économie mondiale. C'est elles qui décident où produire, où vendre. Et enfin, troisièmement, les organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Leur rôle, en théorie, c'est de réguler tout ça, de mettre un peu d'ordre. Voilà une phrase qui résume parfaitement le mode de pensée de ces firmes transnationales. Une logique sélective qui reflète les rapports de domination. Bon, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise ne s'installe jamais au hasard. Jamais. Elle va scanner la planète entière pour trouver le meilleur spot. C'est-à-dire là où la main-d'œuvre est la moins chère, là où les impôts sont les plus bas, et là où les lois, sur l'environnement par exemple, sont les moins contraignantes. C'est une logique de sélection pure et dure.
Et évidemment, ça renforce la domination des pôles de commandement sur les périphéries. Et pour bien se rendre compte de la puissance de ces stratégies, il y a un chiffre. Un seul chiffre qui donne le vertige. 30 000 milliards de dollars. Ce n'est pas le PIB d'un pays, non, c'est l'estimation de l'argent qui dort dans les paradis fiscaux. C'est une somme tellement énorme qu'elle en devient presque irréelle, abstraite. C'est de l'argent qui a été gagné quelque part dans le monde, mais qui échappe totalement à l'impôt de ces pays. C'est juste colossal. Et face à ce système, on a donc les régulateurs officiels. Pour schématiser, on peut dire que le FMI, c'est un peu le pompier de la finance mondiale. La Banque mondiale, elle, est censée aider au développement des pays les moins avancés. Et l'OMC, c'est l'arbitre du commerce international, pour favoriser le libre-échange. Sur le papier, tout ça est très clair. Dans la pratique, leur pouvoir est souvent bien plus limité et leurs décisions sont très souvent critiquées. Forcément, un tel système, avec des inégalités aussi flagrantes et des jeux de pouvoir aussi intenses, ça ne peut pas durer éternellement sans créer des tensions. Et aujourd'hui, on sent bien que ça craque de partout. La question c'est, est-ce que le système est juste au bord de la crise ou est-ce qu'il est déjà en train de s'effondrer ? Ce qui est vraiment frappant, c'est que les critiques viennent de partout, et parfois de camps totalement opposés. D'un côté, on a les mouvements altermondialistes. Eux, ils disent en gros « Stop, votre système est socialement injuste, il creuse les inégalités et en plus, il détruit l'environnement ». Et de l'autre côté, on a des mouvements plus identitaires, nationalistes, qui disent « Stop, votre système est un danger pour nos cultures, pour nos nations ». Deux visions du monde qui n'ont rien à voir, mais qui arrivent exactement à la même conclusion, le modèle actuel est à bout de souffle. Et ces contestations, attention, ce ne sont pas juste des débats d'idées. Elles ont des conséquences très concrètes, des crises bien réelles qu'on vit aujourd'hui. La rivalité commerciale de plus en plus dure entre la Chine et les États-Unis, le retour de la guerre entre États en Europe, l'impasse totale dans les négociations sur le climat, la paralysie de l'OMC qui n'arrive plus à mettre tout le monde d'accord. C'est simple, on a l'impression que tous les voyants sont passés au rouge en même temps. L'ordre mondial est en pleine ébullition. Du coup, la question finale, elle est inévitable. Face à la guerre, face aux rivalités exacerbées entre puissances, face au mur climatique qui se rapproche dangereusement, est-ce que la mondialisation, celle qu'on a connue ces 30 dernières années, a encore un avenir ? Est-ce qu'on est en train d'assister à l'invention d'un nouveau système ou est-ce qu'on est simplement au bord du chaos ? La question reste totalement ouverte. Et la réponse, c'est elle qui dessinera le monde dans lequel on vivra demain.